crois qu'effectivement, il est important de comprendre que notre façon d'appréhender le monde est fonction des modèles que nous connaissons. Et que si certains modèles nous manquent, eh bien, il y a une certaine forme de réalité que nous ne percevons pas, que nous ne captons pas. Et inversement, les modèles que nous avons nous conduisent inexorablement à percevoir des choses qui correspondent à ces modèles, mais qui finalement n'épuisent pas la réalité que nous voulons appréhender. Alors, pour commencer ce nouveau volet de la causerie sur les paradigmes, que j'ai engagé hier, donc nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2012, je voudrais parler d'une question qui me paraît essentielle, et qui est celle du déni du passé. Que nous avons tendance, instinctivement, je dirais, à reformuler le passé, à relire le passé, à la lumière du présent. Et cela conduit, bien évidemment, à des processus d'harmonisation, bien entendu, mais des processus de dénégation et de reformulation du passé, qui interpelle l'historien, car le rôle de l'historien, c'est quand même quelque part de neutraliser, de contrebalancer cette tendance au déni du passé. Et cela dit, effectivement, son rôle est assez inconfortable. Et il est d'ailleurs assez comparable à celui de l'astrologue. Puisque, quelque part, l'astrologie, une certaine forme d'astrologie, entendons-nous bien, ça c'est notre débat, l'astrologie nous propose un modèle qui met en évidence les phases successives par lesquelles nous passons. Et par conséquent, qui nous ramène au passé. Tout comme l'historien nous ramène au passé. C'est-à-dire qu'il nous ramène à un passé qui n'est peut-être pas identique à celui que nous voudrions voir, et même celui que nous projetons sur notre passé, justement. Le présent se projette sur le passé, tout autant qu'il ne se projette sur l'avenir. Et donc le rôle de l'historien et peut-être de l'astrologue, c'est de découdre, de déconstruire toute une construction justement a posteriori de relecture du passé qui souvent est extrêmement discutable quand elle est confrontée à des données anciennes. Mais le problème aussi, c'est que l'accès au passé n'est pas facile, de toute façon. Le passé ne nous est pas préservé, ne nous est pas transmis dans sa totalité, dans son intégralité. Donc par conséquent, il nous échappe. Et donc par conséquent, il se prête à une instrumentalisation du présent. Il se prête à une relecture. Donc par conséquent, il y a là une conflictualité entre ceux qui se sont donné les moyens, de cette manière, d'explorer le passé, et ceux qui veulent se libérer de ce passé, ou en tout cas veulent ajuster ce passé sur le présent. Quelque part, instinctivement, nous avons tendance à nous identifier, ce qui est normal, avec le présent. Ce que nous ressentons, ce que les gens appellent leur moi, c'est en fait compte leur ressenti dans le présent. C'est en fin de compte la façon dont le présent relie le passé. Relie R-E-L-I-E. Et R-E-L-I-T. Alors, comment se fait-il
que certaines personnes aient une tendance aussi forte à retrouver le passé tel qu'il a été, et à ne pas laisser ce passé s'épuiser, se dissoudre dans le présent, un présent qui lui-même d'ailleurs est voué au changement, et qui donc est voué à changer le passé. Pourquoi certaines personnes ont-elles cette tendance, cette fonction, cette vocation à explorer quelque chose qui est à la fois voué à être nié et à la fois voué à être en quelque sorte corrompu, à être en quelque sorte transmis de façon partielle, de façon erronée. Que serait l'humanité s'il n'y avait pas, en effet, ces gens qui avaient la charge du passé, qui avaient, je dirais presque, l'obsession du passé? Une question que je ne résoudrai pas ici, mais qui pourrait éventuellement, c'est une simple piste, qui pourrait éventuellement être en rapport avec, par exemple, la question juive. Peut-être que pour quelque raison que ce soit, les Juifs ont un talent particulier pour remonter le temps. Par-delà le fait qu'ils ont eu aussi des prophètes, mais ils ont un sens du temps, un sens de la chronologie, qui pourrait éventuellement être analysé de manière plus précise dans l'avenir. Je ferme la parenthèse. Alors, on nous parle de l'ère du Verseau, comme d'une nouvelle ère. On nous dit que les temps ont changé. Ça aussi, c'est un paradigme, l'idée que les temps ont changé. Mais ce n'est pas non plus complètement faux. Car l'humanité actuelle est confrontée à un énorme défi, qui est le défi de la technologie, le défi de la machine. Et cela entraîne un bouleversement total des valeurs. Total. Aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, d'une certaine façon. C'est-à-dire que nous avons à la fois la possibilité justement de revenir vers nos ressources naturelles, les ressources humaines, ce qui impliquerait de savoir ce que vaut chaque personne, ce que vaut chaque individu, ce qu'il a en lui, quelle potentialité il a en lui. Et ça aussi, c'est une exploration difficile. Aussi difficile que l'exploration du passé. Parce que c'est l'exploration des potentialités. Le passé aussi, quelque part, ce sont des potentialités qui sont passées de la puissance à l'acte. Alors, c'est vrai que souvent, la personne est un mystère, comme le passé est un mystère. Et alors, avec la technologie, ce problème-là est un petit peu évacué. Tout comme d'ailleurs le problème du passé. La technologie, en effet, nous dispense de nous interroger sur ce que sont les gens. Ce qui compte, c'est comment on les appareille, comment on les équipe, quel système on met à leur disposition. Et la personne va se définir par les choses qu'on a mises à sa disposition et non pas par ce qu'elle est. Et les choses qu'on a mises à disposition, on les voit. On sait que cette personne a telle et telle chose. Alors que ce qu'elle a en elle-même, c'est de l'ordre de l'invisible. La technologie nous invite à nous situer dans l'ordre du visible, et non pas de l'invisible. Mais en même temps, elle relativise énormément la personne humaine.
ce qu'elle est, intrinsèquement. On nous dit d'ailleurs, ne tenez pas compte du fait que c'est un homme ou une femme, ne tenez pas compte du fait que cette personne est venue de tel endroit ou tel endroit, peu importe, vous lui donnez le matériel qu'il faut, et puis point final. Vous voyez, donc on nous décourage à mener certaines investigations, certaines interrogations sur les gens, sur les individus. Et ça donne à notre société quelque chose de froid. Alors, l'histoire de cette technologie, il faut quand même le rappeler, puisqu'on parle d'histoire, est essentiellement liée à ce que j'appellerais la question des handicaps. Tout ce que nous avons inventé en tant qu'outil extérieur a été pour pallier la carence de nos outils intérieurs. Si nous ne voyons pas bien, on met des lunettes. Si nous ne marchons pas bien, on met des chaussures qui protègent notre plante des pieds, pour ne pas parler de béquilles, bien sûr. Si nous ne retenons pas bien les choses, eh bien, on les écrit. Si notre mémoire est défaillante, on nous met des textes, des prompteurs. Toutes nos défaillances vont trouver des remèdes au niveau technique. On pourrait parler d'une technologie thérapeutique, médicale, qui vit en fonction, qui se développe en fonction de nos carences. Et donc, toutes nos carences sont mises en exergue par les machines que nous avons inventées. Et malheureusement, ces machines ne sont pas limitées et réservées à ceux qui ont vraiment des carences, mais elles deviennent des besoins pour l'ensemble de la population. Il y a une sorte d'extension, d'emprise de la machine, bien au-delà des raisons initiales de sa présence parmi nous. Et un autre point qui me paraît important, dans ce paradigme technologique qui sous-tend notre monde actuel, même s'il est en partie inconscient, quant à ses implications et ses conséquences en tout cas, puisque finalement la machine, c'est nous-mêmes qui l'avons créée, donc nous sommes prisonniers de nos propres créations. Tout comme tout à l'heure, dans mon précédent entretien, je disais que l'astrologie, c'est aussi une prison. Ce sont des contraintes que nous sommes imposées à nous-mêmes. Il y a chez l'être humain cette tendance à se mettre sur le dos des pesanteurs, des charges. Et après, il a bien du mal à s'en débarrasser. C'est tout le drame de la condition humaine. Mais ce qui me frappe, moi, dans ce paradigme technologique extérieur, c'est que la technique permet une communication apparemment beaucoup plus fluide que l'absence de technique. Justement par son côté extérieur, externe. Prenez par exemple des musiciens qui ont une formation musicale qui leur sert de langage commun et qui leur permet de faire des choses ensemble, à partir de partitions, à partir d'une certaine façon de jouer, une rigueur dans le timing, etc. Donc, si on prend comme hypothèse, qui va peut-être évidemment déplaire à certains, que tous ces musiciens qui ont appris à faire de la musique sont des handicapés, puisque
Normalement, il n'aurait pas dû avoir besoin ni des instruments, ni des partitions pour pouvoir s'exprimer. C'est une chose qui pourrait être de l'ordre de la spontanéité, de l'improvisation, comme beaucoup de choses dans la vie. Comme le fait de manger, comme le fait de faire l'amour. Comme le fait même de faire un sport, on ne respecte pas un scénario. Et quand il y a un scénario, on dit que c'est truqué, que c'est manigancé. Là aussi, nous vivons dans un monde à la fois de toutes sortes de choses qui sont programmées à l'avance et parallèlement encore un monde qui continue à être relativement spontané, mais qui se réduit comme une peau de chagrin. Tout se passe comme si il était plus facile de communiquer en se servant de tout un ensemble de techniques, de langage, appris et non pas inné. Car qu'on le veuille ou non, le fait de parler français, c'est pas de l'inné. Même la langue maternelle n'est pas un inné. Même si on joue sur la question de l'inné, malgré tout, en naissant, on ne parle pas une langue donnée. Même si l'inné est lui-même un acquis, là on est dans un véritable acquis qui nous permet de nous inscrire dans une société donnée, qui a les mêmes codes. L'enfant, donc, par conséquent, d'une certaine manière, est aussi un handicapé auquel on fournit un outil de communication qui lui permettra progressivement de s'inscrire, de s'intégrer dans son milieu de naissance. D'ailleurs, d'une manière générale, toutes les fragilités sociales génèrent des outils. La vieillesse, l'extrême jeunesse, la maladie, la fragilité, la faiblesse, la féminité, de toute manière, l'étrangeté. Le fait de changer de société, ça nous fragilise aussi. Tout cela va peser sur l'essor de technologies, de techniques extérieures. Et je crois que je faisais allusion, en tout cas je reviens là-dessus, à Frank Herbert et à la saga de science-fiction Dune. La question est de savoir si nous voulons continuer à être envahis par les techniques ou si nous voulons les contenir, les refouler. Et je crois que notre 21e siècle sera un siècle expérimental. C'est-à-dire, je suis absolument persuadé qu'il n'est pas bon qu'il y ait une pensée unique au 21e siècle. La notion de rideau de fer n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Parce qu'elle a l'avantage, évidemment ça se fait aux dépens de certaines populations, mais qui sait à l'avance qui seront les populations qui seront favorisées et celles qui ne le seront pas? On n'en sait rien. Est-ce qu'on doit mettre tous ces œufs dans le même panier? Je crois qu'il est extrêmement souhaitable qu'il y ait plusieurs civilisations en parallèle, plusieurs idéologies, plusieurs systèmes en parallèle, plusieurs paradigmes en parallèle, de façon à ce que l'humanité ait plusieurs possibilités de futur, qu'elle se lance dans plusieurs directions. Et comme ces directions, il faut quand même leur donner du temps, il faut que des clivages, des cloisonnements très forts se mettent en place avec chaque fois des millions, voire des centaines de millions de personnes qui soient impliquées dans des expériences, dans des schémas, dans des paradigmes. Car l'idée d'un seul et unique paradigme pour toute l'humanité serait totalement catastrophique. C'est-à-dire ce que certaines personnes suggèrent. Elles voudraient que telle idéologie soit universelle.
là on serait des apprentis sorciers, on se lancerait dans des aventures sans qu'il y ait de plan B, sans qu'il y ait d'alternative. C'est très vicieux cette façon de présenter les choses. Donc, je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait au moins deux solutions qui soient mises en place et qui chacune soit bien définie, bien sûr, et qui chacune se voit donner les moyens de sa réussite, quitte à ce qu'il y ait éventuellement des compétitions d'ailleurs. Enfin aujourd'hui, ce qui est depuis 1989, on est obligé de constater qu'il y a une espèce de modèle unique qui se met en place, qui cherche à se mettre en place, et qui ringardise les autres solutions. Ce n'est pas ça. En ce qui me concerne, je suis favorable à une option anti-technologique, qui favoriserait donc par conséquent la recherche des potentialités et des ressources humaines, ce qui n'a rien à voir avec la formation, et qui a plus à voir avec l'éveil. Il faut éveiller, il faut détecter les qualités des uns et des autres. Car nous ne sommes pas égaux. L'égalité, c'est un concept technologique, c'est-à-dire qu'on dit nous sommes tous égaux, mais nous distinguons par nos avoirs, par nos équipements, par notre capacité à les utiliser. Ce sont des valeurs qui sont complètement reliées aux techniques. D'ailleurs, le trader, c'est quelqu'un qui vit avec le technique. D'où le problème que ça pose quelque part. L'Europe, notamment, ou en tout cas une certaine Europe, peut-être même l'Europe du Sud, peut-être même à la fois l'Europe du Sud et l'Afrique du Nord, peut-être quelque part le monde méditerranéen, aurait intérêt à jouer une autre carte, à s'inscrire dans un autre paradigme, qui est celui de se méfier profondément du technique, à tous les niveaux, de le localiser, de le détecter, de le canaliser, de le cantonner, pour dégager, par cette désaliénation, pour dégager des potentialités. C'est-à-dire une créativité, une inventivité, et même tout simplement, à la limite, de nouvelles potentialités du cerveau, de l'esprit humain, du corps humain. C'est-à-dire un progrès qui ne serait pas le progrès de la machine. Car il faut bien dire que depuis qu'on parle depuis quelques siècles, le progrès, c'est celui de la machine. C'est pas celui de l'être humain. On joue sur les mots. C'est un progrès qui est au service de l'être humain, c'est même un progrès qui est généré par l'esprit humain, mais qui n'est pas celui de l'esprit humain. De la même façon, le rapport pour le situer sur un plan théologique, en petite parenthèse, le rapport de Dieu à sa création est également relativement ambigu. Car il se développe des valeurs qui lui sont étrangères. Ce qui est créé n'est pas de même nature que ce qui crée. C'est un autre objet, c'est une autre ontologie, c'est un autre être. On ne peut pas à la fois créer et être créé.
je suis créé, je suis d'une nature particulière, quelque chose dans moi d'artificiel, de mimétique. C'est comme un enfant qui joue avec la pâte à modeler, ben, il va créer des personnages. Est-ce que ces personnages seront de même nature que lui? Non, bien évidemment pas. Parmi les éléments de ce nouveau paradigme que je propose au monde méditerranéen, qui est quand même un monde qui a pour lui une histoire assez remarquable, que ce soit du côté de Rome, avec la langue latine, qui est une langue majeure, qui marque le français, mais aussi l'anglais, avec le grec, avec le monde phénicien, le monde judaïque, le monde égyptien, le monde arabe, le monde islamique. C'est quelque chose de fondamental ici. Ce sont des noyaux fondamentaux de l'humanité. Et autour de cela, on a justement un autre monde, c'est le cas de le dire. Parce qu'on emploie Dvorak a fait une symphonie de Nouveau Monde pour désigner les États-Unis. Ce nouveau monde qui, lui, est peut-être davantage voué à la technologie, n'a peut-être pas d'autre issue que la technologie. En ce temps de crise européenne, ces questions font sens. C'est très bien que l'avenir de l'Europe est compromis à plus d'un titre. Et qu'elle doit, cette Europe, se ressourcer. Et non pas s'approprier cette technologie par opposition à la science et à la conscience. Parce que la technologie, ce n'est pas vraiment de l'ordre de la conscience. Cette technologie d'appoint, cette technologie qui est un pis-aller, un palliatif. C'est comme ces enfants surdoués qui rechignent à utiliser des outils dont ils n'ont pas besoin et qui, ce faisant, se disqualifient par rapport à ceux qui les utilisent parce qu'ils en ont un réel besoin. Les motivations ne sont pas les mêmes. Pourquoi croyez-vous qu'il y ait autant d'étrangers, de femmes, de jeunes qui réussissent dans leurs études, si ce n'est parce que justement elles ont une revanche à prendre, si ce n'est parce qu'elles ont un handicap à combler, si ce n'est parce qu'elles veulent, comme on dit tout à l'heure, qu'elles veulent dénier le passé, elles veulent nier la différence d'origine par le recours à des techniques, des codes, des méthodes, des formations, des formatages. Quand les socialistes nous parlent d'une priorité donnée à l'éducation, on s'interroge sur ce que ça veut dire. L'éducation est un synonyme de formation et de formatage. C'est comme si on disait aux gens, ben écoutez, vous avez le droit à une formation, vous avez le droit d'être équipé. Or, ce n'est pas la seule façon de voir les choses. Il est important aussi de dégager les éléments les plus doués, qui vont être les locomotives, qui vont entraîner les autres. Le problème des leaders est un problème fondamental de notre société. On sait gérer certaines choses, mais on ne sait pas. Quand je dis leader, je dis dans tous les domaines, pas seulement politique, mais
intellectuel, philosophique, musical, pictural, artistique, religieux, etc. Le problème du leader, le recrutement des leaders, l'éveil des leaders est fondamental, la reconnaissance de l'importance des leaders est fondamentale. Il y a actuellement, il faut bien le dire, beaucoup de personnes qui ne sont pas à leur place. Il y a d'un côté ceux qui sont là où ils ne devraient pas être et qui n'apportent pas véritablement la dynamique nécessaire, mais qui ont un bagage qui leur permet de faire certaines choses. Et puis il y a ceux qui ne sont pas en place, qui ne sont pas à leur place, et qui ne peuvent donc pas donner ce qu'ils ont à donner. Ils ne peuvent pas féconder. L'autre jour, à un colloque, organisé je crois par le club de Budapest, quelqu'un disait que parfois dans un groupe, il suffit d'une seule personne qui soit marquée par une forme d'épanouissement particulier pour que cela rejaillisse sur l'ensemble du groupe. Et inversement, si un groupe n'est pas fécondé par ce genre de personnes, il dépérit, en tout cas, il stagne. Donc, essayons de récapituler un peu ce que nous avons dit depuis le commencement de cette série sur les paradigmes. Je rappelle donc la sortie de cet ouvrage qui semble avoir beaucoup de succès de Christine Hardy, Prédiction de Jung, la métamorphose de la Terre, édition d'Hervy. Mais je voudrais revenir sur ce que j'écrivais en 1986 dans cet ouvrage L'étrange histoire de l'astrologie, les éditions Artefact. J'écrivais notamment, nous croyons que l'homme a la capacité de choisir les maîtres qu'il veut. C'est-à-dire que c'est un paradigme là qui renverse la question de l'émetteur et du récepteur. Pendant longtemps, épistémologiquement, on a pensé que c'était l'émetteur qui était important. Et que le récepteur, il subissait l'émetteur. C'est un peu ce paradigme qui préside au discours de la plupart des astrologues. D'une manière ou d'une autre. Il y a quelque chose qui est là et dont on va prendre connaissance. Mais prendre connaissance de quelque chose, c'est aussi une forme de récepteur. Donc que ce soit un système symbolique ou physique, on nous met dans une situation de réception. Prendre connaissance, subir, se conformer à. En réalité, il va y avoir un renversement, je dirais une révolution copernicienne si on veut, un renversement qui veut que, au fond, on a sous-estimé le rôle du récepteur. Prenons le cas des astres, il importe peu que les astres aient vocation à nous influencer ou pas. Il importe peu que les astres constituent un ensemble cohérent ou structuré ou pas. Ce qui est important, c'est que nous leur imposions, en quelque sorte, nous, les récepteurs, nous leur imposions un certain ordre. Que nous percevions un certain ordre. Un ordre qui n'est peut-être même pas inhérent à l'objet que nous étudions. J'ai parlé l'autre jour des étoiles fixes. Les structures d'étoiles fixes dont je parlais, elles n'existent peut-être même pas, scientifiquement parlant.
elles ne correspondent à rien de pertinent, mais elles existent. Elles sont des repères pour nous. Nous pouvons les voir, nous pouvons les utiliser. Donc nous allons introduire une cohérence, une structure dans une matière cosmique qui ne les comporte pas intrinsèquement. Donc le débat pour savoir si telle planète a vocation à agir sur nous ou pas, ou si elle est trop lointaine, ou si je ne sais pas quoi, c'est un débat totalement vain. La question est de savoir si nous pouvons nous déterminer par les choses que nous voyons, que nous percevons. Et est-ce que cette perception peut s'inscrire dans notre ADN, en quelque sorte, dans nos gènes, peut se transmettre biologiquement, génétiquement? Donc la discussion n'est plus sur le même plan, elle n'est plus sur le plan de l'astronomie, elle est sur le plan des neurosciences, de la biologie, de l'hérédité, de la génétique. Et sur des plans dont on sait qu'ils sont encore en pleine recherche. Autant l'astronomie est quelque chose qui a beaucoup avancé, autant dans le domaine de la génétique, on a encore beaucoup à apprendre et à découvrir. Donc c'est plus du tout le même champ. Donc effectivement, vous me direz, oui, mais alors justement, vous avez utilisé des techniques. Pas vraiment, justement, pas vraiment. Le fait de me référer au ciel n'est pas une technique. Parce que cela n'existe que par rapport à ma détermination et à ma conscience de ce phénomène. Toute forme de relation que nous avons avec le monde, dès lors qu'elle ne modifie pas le monde, pose des problèmes écologiques qui ne sont pas les mêmes que lorsque je m'approprie ce monde, que je construis des outils, des machines. C'est pour ça qu'il est important, écologiquement, de ne pas toucher aux choses. De les voir, de les regarder, de les observer, mais pas de les toucher et pas de les transformer. À la limite, je peux me transformer, moi. Et en me transformant, j'évolue. Et ça, c'est un vrai progrès. Si j'arrive à me transformer, en me servant éventuellement de mon rapport au monde, mais pas en changeant ce monde, parce que si je change le monde extérieur, quelque part, je lui permets d'évoluer. Et je lui permets d'évoluer, alors que moi-même je ne vais pas évoluer. C'est un marché de dupes, de certaine manière. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Nous avons les machines, qu'est-ce que c'est que des machines? Ben, ce sont des choses qui ont été extraites du sous-sol. Ce sont des métaux, plus ou moins rares, qui finissent par avoir une sorte de réalité qui fait pendant à celle des hommes, des humains. Alors ça nous ramène à un autre sujet qui m'est cher, dont j'ai parlé dans certaines causeries, mais toutes ces causeries n'ont pas été forcément mises en ligne. C'est la question de la sensorialité des récepteurs. Et ça aussi, ça sont des questions paradigmatiques. Alors je vais développer un petit peu, pour terminer cet ensemble de causeries, sur le paradigme.
qui sont des pistes de réflexion, bien entendu, avant tout, qui sont des modèles, dont il faut prendre conscience et de se poser la question de savoir qu'est-ce que ça nous apporte de les utiliser ou de les rejeter, ou d'en changer, ou de les combiner. Bon. Et la vue est un sens extrêmement important. On vient de le voir à l'instant. La vue, c'est ce qui me permet de voir sans changer l'objet que j'étudie. Bon, je peux le changer par rapport à mon rapport à lui, bien entendu. Mais je ne le change pas en tant que tel. Donc il ne faut pas exagérer. Tout à l'heure, on parlait, enfin, Krishnardi parlait du rapport entre l'observateur et l'observé. Je crois qu'il ne faut pas exagérer. C'est l'observateur qui est le récepteur, le senseur, S-E-N-S-E-R, S-O-R, comme diraient certains, celui qui sent, qui capte, sensor. Mais il peut tout à fait se servir du monde à sa façon, à lui. Mais néanmoins, c'est pas la même chose que de dire que le monde, nous l'avons modifié. Nous avons modifié notre représentation du monde, notre rapport au monde, mais nous n'avons pas modifié forcément le monde. Donc, je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer dans cette dialectique de l'observateur et de l'observé, du sujet à l'objet. Et je crois que là, Krishnardi va un peu trop loin. Le visuel, c'est différent justement du toucher. C'est différent de tout ce qui est dans la proximité. Même le son est beaucoup plus dans la proximité que le visuel. Nous pouvons voir des étoiles qui sont à des années-lumière, nous ne les entendons pas. Et encore moins, nous ne pouvons les toucher, nous les sentir ou les goûter. Donc la vue est un sens qui nous amène très loin, et qui en même temps garde la distance par rapport à l'objet étudié. Nous pouvons nous déterminer par rapport à l'objet étudié, mais tout en le laissant tel quel. Et même sans que cet objet étudié ait conscience que nous l'étudions, que nous l'utilisons. La vue évite la proximité, évite la promiscuité. Alors, c'est l'occasion de réfléchir sur le problème de l'origine de ce rapport à la vue. Moi, je ne peux pas m'empêcher de le relier à la question du feu. Ça, c'est une mythologie que j'ai élaborée, qu'on peut discuter, mais qui me paraît assez opérationnelle, à savoir que il y a des humanités qui ont découvert le feu beaucoup plus tôt que d'autres. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la découverte du feu n'aurait pas concerné l'ensemble de l'humanité. Et que la découverte du feu aurait différencié l'humanité en deux grands ensembles. Or, le feu réveille la vue, enrichit, interpelle la vue. Évidemment pas pendant la journée, mais dans un monde où l'on vit dans la pénombre, du fait des dangers extérieurs notamment, et à mon avis les hommes préhistoriques devaient, on dit d'ailleurs à juste titre les hommes des cavernes, de vivre énormément dans des cavernes. S'il n'y avait pas de feu, elles n'étaient pas éclairées. On est clair que par exemple les grottes de Lascaux, de Chauvet, ont été peintes parce qu'on avait du feu. Parce que ce sont des peintures murales intérieures. Les sociétés sans feu en sont restées à des niveaux plus primaires.
Elles ont notamment développé énormément le son. Alors, cette idée de monde qui cohabite, l'un qui fonctionne par la vue, l'autre par l'ouïe, l'un par les signes et l'autre par les sons, par le langage, ça paraît une clé fondamentale pour comprendre nos sociétés. Et là encore, nous avons une forme de palliatif, de toute façon. Celui qui n'a pas de feu, eh bien, il doit compenser autrement. Alors, là, je propose d'observer un peu autour de nous et de voir à quel point certains groupes fonctionnent beaucoup plus dans le domaine de la parole que d'autres. Une sorte d'hyper-investissement de la parole. Je dirais même, n'arrive même plus à cesser de parler. Alors, sans vouloir être sans risquer, ou en me moquant de risquer d'être misogyne, je dirais qu'effectivement les femmes ont un rapport à la parole qui n'est pas celui des hommes. Ça, c'est leur passé, et elles peuvent le nier. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, elles peuvent le dénier ou le renier. Mais il est quand même là, et il marque quelque part les comportements. Dans quel sens? Ben, je dirais que d'une certaine manière, la vue donne une vision plus globale des choses, plus entière, plus immédiate des choses. Un tableau, par exemple, on peut le capter en une seconde. Une musique, il faut prendre le temps de l'entendre. Donc le rapport au temps n'est pas le même entre la musique et la peinture, par exemple. Ce qui vient compliquer les choses, c'est que, étant donné que ces deux sociétés, ces deux humanités vivent en sorte en symbiose, chacune va développer les valeurs de l'autre. Par exemple, les hommes vont développer la musique. On pense aux sérénades, aux guitares, sous les balcons, pour séduire les femmes au niveau sonore. Et les femmes vont développer une esthétique, un habillement particulièrement attractif pour séduire les hommes qui sont sensibles à ce stimulus visuel. Donc chacun a développé certains aspects de ce qu'il est pour l'exportation, on peut dire en quelque sorte. La vue, donc, permet de voir les choses de manière panoramique, si on veut dire. De ne pas nous isoler un instant, à un angle. D'ailleurs, nous pouvons capter un très grand nombre de stimuli visuels en même temps. Ça ne nous gêne pas. Alors que, quand plusieurs personnes parlent à la fois, ça pose un problème. Il faut que chacune parle à son tour. Prenons le cas d'un cirque. Dans un cirque, vous pouvez assister à des numéros successifs et même des numéros simultanés dans l'arène, sans que ça se gêne.
Alors que si c'était des discours, tout de suite ça serait le cafouillage, la cacophonie. C'est pas la même mentalité. Et puis, le son, la parole, passe par des codes particuliers. On ne comprend pas une langue qu'on n'a pas apprise. Là aussi, il y a une formation. Alors qu'au niveau visuel, il y a des choses qui sont compréhensibles visuellement. Quand sur un champ de bataille, les armées n'ont pas besoin de se comprendre au niveau du langage. Et chaque général regarde le mouvement de l'adversaire, il intervient par rapport à ça. Le langage visuel est un langage universel. Je dis ça d'autant plus que moi-même je suis très marqué par le l'ouïe, que j'ai développé une faculté à produire du son, à produire des musiques, mais effectivement, il y a là une temporalité qui est le contraire de l'immédiateté de la perception et la rapidité de la perception. D'ailleurs, je dis souvent que quand on est visuel, on capte les choses très très rapidement, presque instantanément. Et l'intérêt de la visualité, c'est que je capte les choses sans les toucher, sans m'adresser à elles, sans les interpeller, sans les gêner, sans les perturber. Une femme peut se plaindre d'être sollicitée, qu'on s'adresse à elle, qu'on la touche, qu'on la viole, mais elle ne peut pas se plaindre qu'on la regarde. Qu'on la regarde même 15 secondes, ou quelques microsecondes, dans la rue, en passant. Même si les musulmans ont prévu effectivement le voile, pour empêcher même cette espèce de perception de l'instant, qui leur paraît encore excessive. Ils n'ont pas d'ailleurs totalement tort, parce que c'est vrai que la vue n'est pas quelque chose de secondaire. L'homme se nourrit visuellement. Il n'a pas forcément besoin de toucher ce qu'il voit. Il se nourrit visuellement, et je dirais même qu'il se nourrit gratuitement, en quelque sorte. Et un même objet peut nourrir un très grand nombre d'hommes, par exemple par le biais du cinéma, par le biais des photos. L'économie humaine, masculine, visuelle, est une économie extrêmement raisonnable, extrêmement peu dispendieuse. Et là aussi, on pourrait se poser des questions sur les schémas économiques. Si nous nourrissions essentiellement au niveau visuel, si nous renforcions, si nous réconfortions au niveau visuel, et dans une sorte d'instantanéité de quelques secondes, eh bien, je pense qu'effectivement, notre rapport à l'écologie serait certainement changé. Je ne suis pas évidemment en train de dire qu'il ne faut pas manger, mais sur beaucoup d'autres plans, il y aurait quand même une révolution économique. Il y a aussi un problème de paradigme économique lié à la sensorialité. Et là encore, je reviens sur ce point, ce qui est visuel renvoie à un récepteur actif qui capte à sa façon ce qu'il capte sans modifier l'objet. C'est-à-dire que ce même objet peut être perçu par des millions de récepteurs
chaque récepteur le faisant à sa façon. Donc je n'ai pas dénaturé l'objet. L'objet reste disponible au plaisir et à la fantaisie de chacun. Le même objet. Alors que si cet objet, je le touche, je me l'approprie, eh bien, il n'est plus à la disposition des autres. Il n'est plus modifiable par les autres. Donc il faut revaloriser la vue, car c'est un sens, comme tout à l'heure je le disais, qui est lié au départ au feu. C'est le feu qui a exacerbé nos facultés visuelles. C'est le feu qui a permis à l'homme d'avancer comme il l'a fait. Et c'est, à contrario, l'absence de feu qui a marqué aussi une certaine partie de la population. Alors vous me direz, mais quel rapport avec aujourd'hui? Ben, il semblerait, et là on retouche à un sujet extrêmement délicat, qui est la transmission, il semblerait que nous soyons dépendants d'enjeux très anciens, de clivages très anciens. Je m'accorde sur le fait que c'est un domaine qui reste très ouvert. On connaît les objections concernant le lamarckisme, la transmission des caractères acquis, etc. Mais je crois qu'on ne peut pas en faire abstraction de cette question. Alors effectivement, dans la dénégation, on peut nier ce passé, et dire « Oh, mais tout ça c'est de l'histoire ancienne », et évidemment se lancer à la tête la première dans la technologie, dans la technique, dans la modernité, etc. Voilà encore, on retombe dans le même problème. C'est la fameuse histoire de celui qui cherche un objet sous un lampadaire alors qu'il est perdu à l'autre bout de la rue. C'est bien connu. C'est-à-dire que cette façon de vouloir étudier les questions par le bout qui est le plus facile, qui est le plus accessible, ça ne tient pas forcément. Alors, laissons ceux qui ont une capacité d'investigation remarquable donner le là, et ne conformons pas la société humaine par un nivellement par le bas, ne la confions pas à des gens qui sont limités par leur perception, par leur intelligence, par leur génie.